de l'impossibilité de photographier la réalité. Comment ai-je pu croire que ce serait si facile? Je confondais l'apparence des choses avec leur réalité. Je croyais qu'une photo de ces apparences était une photo de la réalité. La triste vérité, c'est qu'on ne peut jamais photographier la réalité. Je suis un reflet photographiant d'autres reflets dans un reflet. Photographier la réalité, c'est photographier rien. Les photographes s'imaginent que la photo dit tout simplement ce qu'on voit et que cette réalité, c'est la vérité. Moi, je n'y crois pas trop à ça. Je pense que la réalité est plutôt faite de contradictions. Et c'est quelque chose que j'aime bien montrer dans mes photos. J'aime bien contredire ce que vous croyez voir. Dans Les choses sont étranges, chaque photo contredit la précédente. La séquence commence avec cette image d'une salle de bain dans laquelle apparaît sur la photo suivante un pied géant. La contradiction vient de la taille du pied qui ne cadre évidemment pas avec la salle de bain. À partir de la troisième photo, l'appareil commence à reculer. On découvre l'homme qui se tient pieds nus dans cette petite salle de bain, mais ça reste incompréhensible. L'échelle est impossible, on ne sait toujours pas à quoi s'en tenir. La séquence continue et on retrouve l'image de l'homme à la salle de bain dans un livre. On voit un gros plan d'un livre avec un énorme pouce qui contredit de nouveau la photo précédente. L'appareil recule toujours et on découvre un homme debout dans une espèce de passage. Et on aperçoit le livre par-dessus de son épaule. On recule encore et l'image se retrouve tout à coup dans un cadre. Nouveau recul, le cadre a l'air d'être accroché au-dessus d'un lavabo. Et finalement, on revoit exactement la même photo qu'au début, sauf que cette fois, on remarque bien la petite photo encadrée. Donc, on se rend compte que la vérité de chaque photo, a été toujours démentie par la photo suivante. Et ainsi de suite. En 1965, je suis allé à Bruxelles photographier le surréaliste René Magritte. Sa façon de peindre des contradictions et des idées me touchait beaucoup et finalement, ça m'a libéré, car ça m'a permis de photographier, moi aussi, des idées. Et ça a été essentiel pour moi. Cette planche contact est intéressante, justement parce qu'elle contient beaucoup d'idées sur Magritte. Alors, il y a des photos toutes simples, comme ce portrait de Magritte endormi après le déjeuner sur son sofa. Et pour moi, c'est émouvant parce que ces peintures sont si souvent comme des rêves. J'aime beaucoup aussi cette surexposition que j'ai faite dehors, devant un mur très granuleux. Ce mur, je veux dire, le grain du mur, est passé à travers l'image, et ça rappelle évidemment ces peintures qu'il a faites où tout a l'air d'être en pierre. Mais la photo que je préfère, c'est celle de Magritte devant son chevalet, et qui est aussi une surexposition. J'ai d'abord photographié le chevalet et la chaise sans lui. Et comme il attendait sur ma gauche, le hasard a fait que j'ai pris son reflet dans le miroir. Et puis, il s'est assis devant le chevalet, et là, naturellement, il n'apparaît que sur les parties sombres de la photo précédente. Et son image dans le miroir est également restée, parce que le mur derrière était noir, si bien qu'on le voit deux fois. J'aime bien cette photo parce que je crois que les bons portraits montrent ce que les gens portent en eux, et pas seulement la géographie de leur visage. Et je pense que cette photo symbolise bien la nature du travail de Magritte.
Je voulais faire un portrait d'Eva Rubinstein et de ses enfants. Elle était divorcée et les enfants vivaient chez le mari. J'ai donc pensé qu'elle les voyait davantage dans ses rêves que dans la réalité. Alors j'ai pris un sofa qui est une horizontale très forte et je l'ai appuyé contre une fenêtre. Et puis j'ai mis les enfants autour, dans tous les sens et plus ou moins flous, si bien que quand on regarde la photo comme ça, on dirait qu'elle est couchée et que les enfants flottent chacun de son côté. Mais en fait, c'est les enfants qui sont droits et c'est elle qui est dans une drôle de position. Pour moi, la réalité, ce n'est pas simplement ce qu'on peut voir dans la rue, c'est toute mon expérience de la vie. C'est mes émotions, mes peurs, mes rêves, et ça, c'est bien plus réel que tout ce qu'on photographie d'habitude. Ce qu'on doit montrer, je crois, c'est l'essentiel. Les choses essentielles comme, par exemple, les grandes émotions. Quand je photographie tous ces trucs de l'enfance, les fantômes de l'enfance, j'essaie d'arriver justement à ces émotions archaïques comme dans cette séquence du croque-mitaine. C'est ces fantasmes, cette angoisse que j'essaie de photographier, mais c'est impossible, bien sûr. J'ai eu cette idée de faire une photo qui s'appellerait « Le malheureux ». C'est l'histoire d'une personne interdite d'amour par le gouvernement et qui finit par se déformer. Ses mains se déforment et pour les cacher, il est amené à porter des chaussures sur ses mains. C'est très difficile de parler de ça, c'est-à-dire de l'homosexualité, et du fait que la loi et la société elle-même interdisent aux homosexuels d'exprimer leurs sentiments envers la personne qu'ils aiment. Le texte qui accompagne cette photo dit « Le malheureux ne pouvait pas toucher celui qu'il aimait. C'était illégal. Lentement, ses doigts sont devenus des orteils et ses mains des pieds. Pour cacher sa honte, il s'est mis à porter des chaussures sur ses mains. Il ne lui est jamais venu à l'esprit d'enfreindre la loi. » Nous passons notre vie à chercher dans les miroirs le réconfort illusoire des apparences. Nous voyons ce que nous espérons voir, rarement ce que nous sommes. Nous cherchons à nous rassurer et non à nous connaître. Je connais mes parents depuis toujours et jamais ils ne se sont montrés à moi. J'ai photographié ma mère, mon père et mon frère au début des années 60 à Manhattan. Mon père avait 50 ans, mon frère 20 et ma mère avait son âge. J'ai d'abord photographié mes parents, mais ces photos me rendaient très malheureux. Alors j'ai essayé différentes combinaisons avec mon frère. Si vous saviez le secret de ma famille, vous trouveriez la photo que j'ai finalement choisie bien plus révélatrice qu'elle n'en a l'air. Bien des années plus tard, quand mon père est mort, j'ai écrit un texte sur cette photo et je l'ai appelé « Une lettre de mon père ». C'est un texte sur notre relation, pas sur ce qu'il avait l'air d'être, mais sur ce qui s'est passé ou pas entre nous. Le texte dit « Une lettre de mon père ». Autant que je m'en souvienne, mon père m'a toujours promis de m'écrire une lettre, juste pour moi, mais il ne m'a jamais dit sur quoi. J'ai souvent essayé de deviner quel secret, quel mystère, quelle révélation nous allions enfin partager. Je sais ce que j'espérais lire dans la lettre. J'espérais qu'il me dise où il avait caché sa tendresse.
Mais il est mort, la lettre n'est jamais arrivée, et je n'ai jamais trouvé l'endroit où il avait caché son amour. J'ai toujours été fasciné par la mort, d'une façon, disons, raisonnable. En Amérique, les gens seraient plutôt tentés de se raconter des histoires là-dessus. Mais maintenant que j'ai 60 ans, il n'y a plus d'histoire. Il y a 25 ans, j'ai fait une séquence qui s'appelle « La mort vient chercher la vieille dame » et qui montre ce qui se passe à l'instant de la mort. J'avais pris ma grand-mère qui avait 85 ans à l'époque et mon père pour représenter la mort qui arrive. L'ombre de la mort s'approche, la touche à l'épaule et au même instant, elle tombe en poussière. D'une certaine façon, je crois que cette image n'est pas très loin de ce moment de vérité. Je crois qu'on tombe en poussière, en effet, avant de disparaître dans l'espace. Vers 1978, un éditeur m'a proposé d'aller n'importe où dans le monde et de prendre des photos de mon voyage. J'ai choisi l'Égypte parce que je pense que les Égyptiens ont inventé la mort et parce que je trouve la mort tellement amusante et effrayante. Bien sûr, la question c'est, qu'est-ce qu'on fait une fois en Égypte? Comment photographier des lieux qui sont des clichés photographiques? J'ai construit une pyramide parce que dans mon enfance, je construisais des modèles réduits des villes. Alors évidemment. Bien sûr, ce que je préfère là-dedans, c'est que quand on regarde la mienne de près, elle est bien plus grosse que celle des autres. Et ça compte pour un homme.